Mes parents ont préféré l'anniversaire de ma sœur aux funérailles de mon mari et mes enfants. C'est son anniversaire, on ne vient pas. 6 mois plus tard, une manchette à mon sujet a plongé ma famille dans la panique en découvrant ce que j'avais. Je m'appelle Sophie Dubois et j'ai 38 ans. Il y a 6 mois, j'ai enterré seul mon mari et mes 2 enfants pendant que mes parents assistaient à la fête d'anniversaire de ma sœur. Quand je les ai appelés, en sanglots, pour leur annoncer que Michel, Émilie et Noé avaient été tués par un chauffard ivre, la réponse de mon père a brisé ce qui restait de mon cœur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jessica. Nous ne pouvons pas venir. Ces quelques mots ont mis fin à bien plus qu'un simple appel téléphonique. Ils ont mis fin à mon rôle de paillasson familial. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que la mort de mon mari allait déclencher quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. La police d'assurance vie de 5 millions d'euros n'était que le début. Le vrai choc est venu quand ils ont découvert ce que j'avais construit sur les cendres de ma perte, étalé en première page de notre journal local. Mais je m'emballe. C'était un mardi matin de mars. Michel venait de finir de faire des crêpes en forme de dinosaure pour Noé, notre fils de 6 ans, tandis qu'Émilie, 8 ans, répétait son violon dans le salon. Je me souviens les avoir embrassés pour leur dire au revoir à 7h45. L'haleine de café de Michel se mêlait au sirop d'érable alors qu'il me chuchotait « Je t'aime, Sophie. À ce soir pour le mardi tacos. » Ce furent ses derniers mots pour moi. À 8h17, un chauffeur de poids lourd qui conduisait depuis 16 heures d'affilée a grillé un feu rouge à l'intersection de la rue du Chêne et de la rue de la Mairie. La police a dit que Michel n'a jamais eu la chance de réagir. L'impact a été instantané, catastrophique. Ils m'ont dit plus tard qu'aucun d'entre eux n'avait souffert, comme si cela devait apporter un réconfort. J'étais en réunion avec un client quand l'appel est arrivé. Madame Dubois, ici l'agent du pont de la gendarmerie nationale. Il y a eu un accident. La pièce a basculé. La voix de mon assistante s'est transformée en bruit blanc. D'une manière ou d'une autre, je suis arrivé à l'hôpital, bien que je ne me souvienne pas d'avoir conduit. Le couloir menant à la morgue s'étendait à l'infini, les lumières fluorescentes fredonnant leur sympathie mécanique. L'identification est une chose que je ne décrirai pas en détail. Il y a des images qui ne devraient vivre dans l'esprit de personne d'autre. Je dirai juste ceci, j'ai dû les identifier séparément. D'abord Michel, puis Émilie, puis mon bébé Noé. Chaque drap blanc soulevé était un nouveau morceau de mon âme arrachée. Les mots de l'agent résonnaient creux. Il n'y avait rien qu'ils auraient pu faire. Le chauffard ivre s'en était sorti avec des égratignures mineures. Il avait été arrêté sur les lieux. Taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale à 8 heures du matin. J'ai appelé mes parents depuis le parking de l'hôpital. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. Maman a répondu à la 3e sonnerie, des rires en arrière-plan. Maman, ai-je suffoqué? Ils sont partis. Michel, Émilie, Noé, ils sont tous partis. Silence. Puis la voix de mon père, prenant le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire, parti? J'ai expliqué à travers mes sanglots. L'accident, le chauffard ivre, la morgue, les arrangements funéraires que je devais faire. Sa réponse est venue, calme et mesurée. Sophie, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jessica. Nous avons réservé le club privé de la vallée depuis des mois. Nous ne pouvons pas venir. Mais le vrai cauchemar n'avait même pas encore commencé. Pour comprendre tout le poids des mots de mon père, vous devez connaître notre dynamique familiale. En grandissant, j'étais la responsable, celle qui ne causait jamais de problème, ne demandait jamais trop. Les bonnes filles ne tiennent pas les comptes, Sophie, disait ma mère chaque fois que je soulignais les disparités. À 17 ans, j'ai renoncé à ma bourse d'études complète pour la Sorbonne afin que Jessica puisse utiliser mes économies universitaires pour son année sabbatique en Europe. Elle avait besoin de se trouver. Mes parents ont dit qu'elle avait trouvé beaucoup de fêtes et qu'elle était revenue avec rien d'autre que des photos Instagram et des dettes. Quand maman a eu sa chirurgie de la hanche il y a 5 ans, j'ai pris 3 mois de congé sans solde pour m'occuper d'elle. Jessica était trop occupée avec son nouveau petit ami, le 3e cette année-là. J'ai dormi sur un lit de camp dans le salon de maman, gérant ses médicaments, préparant chaque repas, la conduisant à chaque rendez-vous. Le jour où maman a pu remarcher, Jessica est arrivée avec des fleurs et a reçu tout le mérite d'être une fille si dévouée. Mon mariage. Jessica a annoncé sa première grossesse à ma réception. Ma promotion au poste d'associé principal éclipsée par le drame du divorce de Jessica.
Chaque jalon de ma vie est devenu un bruit de fond pour le théâtre perpétuel de Jessica. Michel était le seul à le voir. Ils t'ont appris à t'effacer, ma chérie, avait-il dit après un dîner de famille particulièrement brutal où j'avais cuisiné pendant 6 heures seulement pour que Jessica arrive en retard avec des plats à emporter parce qu'elle avait oublié que je cuisinais. Mais c'est ma famille, répondais-je toujours. La famille ne devrait pas te faire sentir invisible, disait-il en me serrant dans ses bras. Maintenant, Michel était parti. Mes enfants étaient partis. Et mes parents ne pouvaient pas interrompre la fête d'anniversaire de Jessica pour me soutenir dans le pire jour de mon existence. Les bonnes filles ne tiennent pas les comptes, mais j'avais enfin commencé à compter. On ne peut pas la décevoir, a continué mon père, comme si je ne venais pas de lui dire que ses petits-enfants étaient morts. Tu sais comment est Jessica quand les plans changent. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma sœur. C'est Sophie ? Dis-lui qu'elle a intérêt à ne pas appeler avec une crise aujourd'hui. Robert, s'il te plaît, ai-je supplié. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de maman. Je ne peux pas faire ça toute seule. Tu es forte, Sophie. Tu t'en sortiras. On t'appellera demain. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé mon téléphone, certaine d'avoir mal entendu. Mes mains étaient encore couvertes des pansements dinosaures préférés de Noé, là où je m'étais écorché en tombant sur le parking de l'hôpital. Mes enfants gisaient dans une morgue, et mes parents ne prenaient pas la peine de quitter une fête d'anniversaire. J'ai rappelé immédiatement. Maman a répondu cette fois. Maman, s'il te plaît. Les pompes funèbres ont besoin de décision. Je ne sais pas comment enterrer mes bébés. Sa voix était un murmure doux, celui qu'elle prenait quand elle ne voulait pas contrarier mon père. Ton père a raison, ma chérie. Jessica prépare ça depuis des mois. Tous ses amis sont là. On ne peut pas simplement partir. Mes enfants sont morts, ai-je crié dans le téléphone. Plusieurs personnes sur le parking se sont retournées pour me regarder. Ne sois pas si dramatique, Sophie. On t'aidera la semaine prochaine. Les funérailles peuvent attendre quelques jours, n'est-ce pas? Les funérailles peuvent attendre. Comme si mon fils de 6 ans et ma fille de 8 ans étaient des rendez-vous qu'on pouvait reporter. Comme si le corps de Michel ne reposait pas sur une table en métal, attendant que quelqu'un qu'il aimait lui dise au revoir. Ces mots suivants me hantaient pour toujours. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur. Nous ne pouvons pas la décevoir. 20 minutes plus tard, alors que j'étais assise dans ma voiture en essayant de respirer, mon téléphone a sonné. Jessica, pourquoi as-tu dû appeler pendant ma fête? Sa voix était sèche, accusatrice. Tu as complètement gâché l'ambiance. Maman est contrariée. Papa est agacé. Et mes amis posent des questions. Jessica, dis-je lentement. Michel est mort. Émilie est morte. Noé est mort. J'ai entendu. C'est terrible, vraiment. Mais pourquoi as-tu dû gâcher ma journée spéciale avec ton drame? Ça ne pouvait pas attendre demain? Ton drame? Comme si j'avais choisi le moment. Comme si j'avais demandé à ce chauffard ivre de détruire ma famille le jour de son 35e anniversaire. Tu viens aux funérailles? Demandai-je, la voix vide. C'est quand? Vendredi. Oh, je ne peux pas. James et moi avons des billets de concert. Ils étaient super chers. Les funérailles ont eu lieu à la cathédrale Saint-Étienne. Les collègues de Michel remplissaient un côté. Ses parents âgés, qui avaient pris l'avion de Lyon malgré leurs problèmes de santé, étaient assis au premier rang avec moi. L'autre côté, celui où ma famille aurait dû être, est resté vide. Je me tenais seul entre 3 cercueils. Le plus petit, celui de Noé, avait des dinosaures peints sur le côté parce que la fille du directeur des pompes funèbres avait entendu parler de son amour pour eux et les avait peints elle-même. Celui d'Émilie avait des notes de musique. Celui de Michel était en chaîne simple, le genre qu'il avait toujours dit vouloir. Ce soir-là, Jessica a posté des photos sur Facebook de sa fête d'anniversaire. Elle riait, tenait du champagne, entourée d'amis. La légende disait, meilleur anniversaire de tous les temps. Tellement reconnaissante pour tous ceux qui ont rendu cette journée spéciale. Bénie reine du jour 35 ans se rayonnante 67 likes, 12 commentaires sur sa beauté, pas une seule mention de son neveu et de sa nièce décédée. Pourquoi as-tu dû gâcher ma journée spéciale avec ton drame? Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, vous savez que cette douleur est plus profonde que les mots.
Prenez un moment pour laisser un commentaire. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec une famille qui vous tenait pour acquis? Vos histoires aident les autres à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et si cela résonne en vous, veuillez envisager de le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que ses sentiments sont valides. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai finalement cessé d'être la bonne fille et que j'ai commencé à découvrir à quel point Michel s'était préparé pour ce moment. Même si aucun de nous n'aurait pu imaginer que cela arriverait si tôt, les frais funéraires sont arrivés immédiatement. 3 cercueils, 3 concessions funéraires, le service. Le sourire sympathique du directeur des pompes funèbres ne pouvait adoucir la facture de 30 000 €. J'étais assise dans son bureau, fixant la liste détaillée. Le plus petit cercueil était d'une manière ou d'une autre le plus cher. Nous proposons des plans de paiement, dit-il doucement. Des plans de paiement? Comme si j'allais rembourser la mort de mes enfants comme un prêt auto. Notre maison était hypothéquée au maximum. Michel et moi venions de rénover la cuisine, pensant que nous y aurions des décennies de dîners de famille. Mon travail de consultante à temps partiel couvrait à peine les courses. Michel avait été le principal soutien de famille et son revenu s'était arrêté au moment où ce camion les a heurtés. Ses parents ont offert ce qu'ils pouvaient, mais ils avaient un revenu fixe. Nous avons quelques économies, a dit sa mère, en me glissant un chèque dans la main. C'était 5 000 €, probablement tout ce qu'ils avaient. La compagnie d'assurance vie a appelé pendant que je choisissais des fleurs pour le cercueil d'Émilie. Madame Dubois, nous devons fixer une réunion concernant la police de votre mari. Ne pouvez-vous pas simplement envoyer les papiers par la poste? C'est une police substantielle, Madame Dubois. Nous préférons traiter ces questions en personne. Substantielle. J'ai supposé que cela signifiait assez pour couvrir les frais funéraires, peut-être quelques mois de paiements hypothécaires. 2 semaines passèrent. Aucune nouvelle de ma famille, sauf un SMS de maman. Comment tiens-tu le coup? Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? La maison ressemblait à un mausolée. Le violon d'Émilie était toujours sur le pupitre. Les dinosaures de Noé gardaient son lit défait. La tasse de café de Michel attendait près de la machine, ses empreintes encore visibles sur la anse. Le message du directeur des pompes funèbres mentionnait quelque chose sur des questions urgentes concernant le paiement. Je savais que je devais faire face à la réalité, mais je ne semblais pas pouvoir bouger du côté du lit de Michel, où son odeur persistait encore sur les oreillers. Le sommeil est devenu impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais des sons fantômes. Émilie pratiquant ses gammes. Les pas de Noé dévalant les escaliers. Le chant faux de Michel sous la douche. À 3 heures du matin, je marchais jusqu'à leur chambre, espérant contre toute logique les y trouver. Les voisins ont commencé à m'éviter, non pas cruellement, mais maladroitement. Ils ne savaient pas quoi dire à la femme dont toute la famille avait été effacée en 8 secondes. Madame Martin, la voisine, laissait des plats cuisinés sur mon porche mais ne frappait jamais. 3 semaines après les funérailles, je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents. Pas un seul appel. Jessica m'avait bloqué sur les réseaux sociaux après que j'ai commenté ses photos d'anniversaire. Celles-ci ont été postées le jour où tu as choisi une fête plutôt que les funérailles de ton neveu et de ta nièce. J'existais dans une bulle de chagrin, invisible au monde. La boîte aux lettres se remplissait de cartes de condoléances des collègues de Michel, mais rien de ma propre famille. J'ai commencé à me demander si je cesserais simplement d'exister si j'arrêtais d'essayer. Une nuit particulièrement sombre, je me tenais sur notre terrasse arrière à regarder les étoiles. Michel avait appris à Émilie toutes les constellations. Noé cherchait toujours les étoiles de dinosaures qu'il insistait y voir. J'ai pensé à quel point il serait facile de simplement s'arrêter, de les rejoindre où qu'ils soient. Le message de l'avocat m'a sauvé. Maître David Martin avait appelé 3 fois, sa voix de plus en plus urgente. Madame Dubois, nous devons vraiment discuter de la planification successorale de votre mari. Il y a des questions urgentes qui requièrent votre attention. Planification successorale. Michel avait toujours été méticuleux sur les détails. Même dans la mort, il essayait toujours de prendre soin de moi. J'ai rappelé Maître Martin le lendemain matin. « Pouvez-vous venir à mon bureau aujourd'hui » a-t-il demandé. « Ce que j'ai à vous dire ne devrait plus attendre. » Le message de l'avocat mentionnait des questions urgentes qui changeraient tout. 2 semaines après les funérailles, mon téléphone a sonné à l'heure du dîner. Je fixais 4 chaises vides, mangeant des céréales directement de la boîte. Le nom de maman est apparu sur l'écran.
Salut, ma chérie. Comment tiens-tu le coup? Le ton désinvolte, comme si elle avait pris des nouvelles régulièrement, m'a serré la poitrine. Comment penses-tu que je tiens le coup? Pas besoin de prendre ce ton. J'appelle pour aider. Ton père et moi pension. Tu dois avoir des choses financières à régler. Michel a-t-il laissé quelque chose? La voilà. La vraie raison de l'appel. Je suis encore en train de tout régler, dis-je prudemment. Eh bien, la famille s'entraide, Sophie. S'il y a une assurance vie ou quelque chose, tu devrais penser à partager. Jessica et James essaient d'avoir un bébé, et les traitements de fertilité coûtent cher. Vous me demandez sérieusement de l'argent en ce moment? Ne sois pas égoïste, Sophie. Ton père pense que tu devrais considérer ce que Michel aurait voulu. Il était toujours si généreux. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de chagrin cette fois, mais de rage. Michel avait été généreux. Il avait prêté à Jessica 10 000 € pour son mariage qui n'ont jamais été remboursés. Il avait couvert la croisière de mes parents pour leur anniversaire. Il n'avait jamais rien demandé en retour. Le téléphone a sonné de nouveau. Papa, cette fois. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sophie, ta mère est contrariée. Tu dois t'excuser et nous devons discuter de la situation financière. En tant que ton père, j'ai le droit de savoir quelles dispositions ont été prises. Rappelle-moi. En tant que ton père. Le père qui n'a pas pu quitter une fête d'anniversaire pour les funérailles de ses petits-enfants voulait maintenant invoquer le privilège parental sur mes finances. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai ressenti autre chose que du chagrin. C'était minuscule, vacillant, mais indubitable, de la colère. Une colère propre et clarifiante. Une semaine plus tard, Jessica s'est présentée à ma porte sans prévenir. James était avec elle, ses yeux balayant déjà les parties visibles de ma maison comme un expert immobilier. On était dans le quartier, a dit Jessica en me bousculant. Elle n'avait jamais été dans le quartier depuis 5 ans que Michel et moi avions déménagé ici. Bel endroit, a commenté James, passant sa main sur le comptoir en granit que Michel avait installé lui-même. Ça doit valoir quoi, un demi-million? Pourquoi êtes-vous ici, ai-je demandé. Le visage de Jessica a pris une expression de fausse inquiétude. On s'inquiète pour toi, Sophie. Toute seule dans cette grande maison. Ce n'est pas sain. Vous ne vous inquiétiez pas pour moi il y a 3 semaines. Ce n'est pas juste. On avait des plans. Elle est entrée dans le salon, remarquant la nouvelle télévision, le piano que nous avions acheté pour Émilie. Tu sais, c'est vraiment trop d'espace pour une seule personne. Qu'est-ce que tu suggères? James s'est avancé. On pourrait te la racheter. Prix d'amis, bien sûr, peut-être 300 000. Affaire en espèces, conclusion rapide. La maison valait au moins 500 000 €, même en vente rapide. Ils le savaient tous les deux. Vous devez partir, dis-je doucement. Ne sois pas ridicule, a cassé Jessica. On essaie de t'aider. Tu es égoïste, à garder tout cet espace pour toi seul. Dehors. Sophie. Dehors. Ils sont partis, mais pas avant que Jessica ne lance sa pique finale. Maman et papa ont raison à ton sujet. Tu as toujours été ingrate. Je ne traiterai jamais ma famille de cette façon. Alors que leur voiture s'éloignait, j'ai remarqué James prenant des photos de la maison avec son téléphone. Ils planifiaient déjà leur prochain coup. Les mots d'adieu de Jessica révélaient leur véritable plan. Ils n'en avaient pas encore fini avec moi. Ce soir-là, mon père a appelé. Sa voix avait le même ton qu'il utilisait quand j'étais enfant et que je l'avais déçu. Ta sœur me dit que tu as été impoli avec elle. Elle a essayé d'acheter ma maison pour 200 000 € en dessous de la valeur du marché. La famille s'entraide. Sophie, tu dois penser aux autres pour une fois. Pour une fois. Ma voix s'est brisée. J'ai renoncé à ma bourse pour Jessica. J'ai soigné maman après son opération. J'ai aidé les autres toute ma vie. Personne ne t'a demandé de faire ces choses. Tu as choisi d'être une martyre. Le mot m'a frappé comme une gifle. Martyr. Jessica a besoin d'argent pour une FIV, a-t-il continué. Tu as une grande maison. Une assurance vie qui arrive. Tu pourrais aider. Papa, je viens d'enterrer mes enfants. C'était il y a 1 mois. Sophie,
il est temps d'aller de l'avant. Jessica essaie de créer la vie. Tu devrais soutenir ça au lieu de te morfondre. Me morfondre. Mon fils de 6 ans était mort et je me morfondais. Si tu ne commences pas à penser à la famille, nous devrons reconsidérer notre relation avec toi. Quelle relation, ai-je demandé. Vous n'êtes pas venu aux funérailles. Vous n'avez pas appelé. Vous ne m'avez même pas rencontré pour un café. Nous avons nos raisons. Tu as toujours été difficile, Sophie. Jessica ne nous mettrait jamais dans cette position. Alors va être avec Jessica. Tu nous poses un ultimatum? Non, papa. J'en ai fini. Si vous voulez couper les ponts avec moi, alors faites-le. Il y a eu une longue pause. Tu le regretteras, Sophie. Quand tu seras seule sans famille, tu regretteras de nous avoir repoussés. Je suis déjà seule. Alors sois. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé le téléphone, attendant de me sentir dévasté. Au lieu de ça, je me suis senti libre. Pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi. Le lendemain matin, l'avocat David Martin est arrivé à ma porte. C'était un homme grand et distingué dans la cinquantaine, portant une mallette en cuir qui semblait chère. Madame Dubois, je m'excuse pour l'intrusion, mais vous n'avez pas retourné mes appels. Je suis désolé. Je n'ai pas vérifié mes messages. Puis-je entrer? Ce que j'ai à discuter est extrêmement important. Nous nous sommes assis dans le bureau de Michel. Maître Martin a sorti un dossier épais, son expression sérieuse, mais gentille. Votre mari était l'un des clients les plus préparés que j'ai jamais eus. Il mettait à jour son testament chaque année et ses polices d'assurance vie sont substantielles. Police au pluriel. Madame Dubois, votre mari détenait plusieurs polices d'assurance vie totalisant 5 millions d'euros. La pièce a tourné. C'est impossible. Nous vivions parfois d'une paix à l'autre. Il était très spécifique sur le fait de garder cela privé. Il a dit, et je cite, « Ma femme se sacrifie assez pour tout le monde. Ceci est pour elle seule. » Maître Martin a continué. Il y a aussi des conditions spécifiques attachées à ces polices. Votre mari était très particulier sur certaines circonstances. Quel genre de circonstances? Je devrais tout revoir avec vous en détail, mais il y a des dispositions concernant les membres de la famille, les dons de bienfaisance, et des instructions très spécifiques sur la distribution. Michel a tout planifié. Votre mari est venu me voir il y a 8 ans, juste après la naissance de votre fille. Il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La famille de ma femme ne la valorise pas, mais je veux m'assurer qu'elle soit protégée s'il m'arrive quelque chose. Mes yeux se sont remplis de larmes. Même dans la mort, Michel me protégeait encore. Il y a plus, a dit Maître Martin, sortant un autre document. Mais je pense que vous devriez lire cette lettre de votre mari d'abord. Il l'a écrite il y a 2 ans avec des instructions de vous la donner si. Eh bien. Votre mari était très spécifique sur certaines conditions, Madame Dubois. Une semaine plus tard, un email est arrivé de Global Vie Assurance. La PDG, Patricia Moreau, demandait une réunion personnelle. C'est très inhabituel, lisez son email, mais étant donné les circonstances et la taille de la police, je voudrais gérer cela personnellement. Je l'ai cherché sur Google. Patricia Moreau était dans le classement Forbes des 50 femmes les plus puissantes du monde des affaires. Pourquoi voudrait-elle me rencontrer personnellement? À son bureau, Patricia m'a accueilli chaleureusement. Elle était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être 45 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes de créateur. Madame Dubois, je connaissais votre mari professionnellement. Il a été consultant pour nous il y a plusieurs années sur un projet de sécurité des données. Je ne le savais pas. Michel prenait souvent des missions de conseil en parallèle, mais discutait rarement des détails. Il a impressionné tout le monde ici par sa rigueur et sa prévoyance. Quand il a souscrit ses polices d'assurance vie, il a insisté sur certaines dispositions inhabituelles. Maître Martin a mentionné des conditions. Votre mari a anticipé des complications potentielles avec votre famille. Il a mis en place des garde-fous pour vous protéger. Elle a sorti un document. Il a également enregistré une déclaration vidéo pour accompagner la police. Voudriez-vous la voir? Mon cœur s'est arrêté. Une vidéo? Le visage de Michel, sa voix. Je n'étais pas sûr d'être prête. Je vais vous laisser seule, a dit Patricia,
installant un ordinateur portable et quittant la pièce. Michel est apparu à l'écran, assis dans ce qui ressemblait au bureau de Maître Martin. Il portait sa cravate bleue préférée, celle qu'Émilie avait choisie pour la fête des pères. « Sophie, si tu regardes ça, ça veut dire que je suis parti. Je suis tellement désolé, mon amour, mais je veux que tu saches que j'ai tout préparé. Ta famille ne peut pas y toucher. C'est entièrement pour toi. Utilise-le pour construire quelque chose de beau à partir de cette douleur. » Monsieur Dubois était l'un de nos clients les plus préparés, Madame Dubois. Sa prévoyance était extraordinaire. Parfois, les personnes qui devraient nous soutenir le plus deviennent notre plus grande source de douleur. Mais si je vous disais que mon mari, même dans la mort, avait préparé quelque chose qui allait tout changer? Si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé ensuite, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Et s'il vous plaît, partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un vous protégeait d'une manière que vous ne connaissiez pas? Votre histoire pourrait aider quelqu'un à réaliser qu'il est plus valorisé qu'il ne le pense. Continuons avec le jour où tout a basculé et où ma famille a appris exactement ce qu'elle avait jeté. 2 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles quand j'ai croisé Jessica chez Monoprix. J'achetais les céréales préférées d'Émilie. D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais toujours pas m'arrêter. C'est alors que j'ai entendu sa voix derrière moi. Oh mon Dieu, tout le monde. C'est ma sœur dont je vous parlais. Elle était avec 3 amies, toutes tenant des bouteilles de vin pour ce qui semblait être une séance d'apéro en journée. La voix de Jessica a porté dans tout le magasin. Celle dont le mari est mort et lui a tout laissé pendant que le reste d'entre nous galère. Les gens se sont retournés pour regarder. Une mère a rapproché ses enfants comme si la tragédie était contagieuse. C'est si triste, a continué Jessica, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Elle accumule des millions pendant que sa propre sœur n'a pas les moyens de faire une FIV. Pouvez-vous imaginer être aussi égoïste? Jessica, arrête, dis-je doucement. Oh, elle parle. Tout le monde, Sophie a touché 5 millions d'euros d'assurance vie. 5 millions. Et elle n'aide pas sa propre famille. Le magasin était devenu silencieux. Tout le monde regardait. Un employé enregistrait avec son téléphone. Mes pauvres parents ont le cœur brisé. Ils l'ont mieux élevé que ça. Les parents qui ont séché les funérailles, ai-je demandé, ma voix stable malgré mes mains tremblantes. Le visage de Jessica est devenu rouge. C'est un mensonge. Dis-leur la vérité, Sophie. La vérité? La vérité, c'est que tu as posté des photos de ta fête d'anniversaire pendant que j'enterrais mes enfants seuls. Tu délires à cause du chagrin, a annoncé Jessica à la foule grandissante. C'est pourquoi nous envisageons de la faire évaluer. Le directeur du magasin s'est approché avec la sécurité. Madame, j'ai besoin que vous. Je pars, dis-je en abandonnant mon chariot. Alors que je passais, Jessica m'a attrapé le bras. Ce n'est pas fini. Maman et papa connaissent aussi des avocats. Le directeur du magasin s'est approché avec la sécurité, mais le mal était déjà fait. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de maman. Réunion de famille, chez nous, 14 heures. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je suis arrivé pour trouver 20 parents entassés dans le salon de mes parents. Tante, oncle, cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Même le frère de mon père de Marseille était là. Ceci est une intervention, a annoncé ma tante Linda. Elle tenait ce qui ressemblait à des notes préparées. Une intervention pourquoi? Ton état mental, ma chère, a dit maman. Le chagrin a clairement affecté ton jugement. Une femme que je ne reconnaissais pas s'est levée. Je suis le docteur Foster, spécialiste en conseil familial. Votre famille s'inquiète de votre instabilité émotionnelle et de votre incapacité à prendre des décisions financières judicieuses. Vous avez engagé une thérapeute pour me tendre une embuscade. Ce n'est pas une embuscade, a dit papa. C'est de l'amour. Nous essayons de t'aider à voir la raison. Jessica était assise dans un coin, un mouchoir à la main, jouant un chagrin qu'elle n'avait jamais montré pour mes enfants. Sophie, a dit le docteur Foster, votre famille estime que vous ne gérez pas votre deuil de manière appropriée, en vous accrochant à des ressources qui pourraient aider à créer une nouvelle vie. Vous voulez dire la FIV de Jessica. Point suggère un attachement malsain au passé. Mon cousin Marc est intervenu. Nous pensons tous que tu devrais mettre l'argent dans un fonds fiduciaire familial pour le bénéfice de tous.
Y compris le tien, Marc. Il a eu la décence de détourner le regard. Il s'agit d'argent, dis-je en me levant. Mes enfants sont morts, et vous êtes tous là pour l'argent. Assieds-toi, Sophie, a commandé mon père. Non. Si tu pars, nous n'aurons d'autre choix que de poursuivre des options légales, a dit tante Linda. Pour ton propre bien. Le chagrin a clairement affecté ton jugement, ma chère, a dit maman. Mais je marchais déjà vers la porte. Cette nuit-là, la publication de Jessica sur Facebook est devenue virale dans notre communauté. Prière nécessaire. Ma sœur Sophie, celle qui a perdu sa famille dans ce terrible accident, fait une dépression nerveuse. Elle a hérité de millions, mais n'aide personne, pas même nos parents âgés. Elle nous a accusés de choses terribles et a coupé tout contact. Si vous la voyez, s'il vous plaît, soyez gentils. La maladie mentale est si tragique. Priez pour Sophie santé mentale la famille d'abord en quelques heures, elle avait 500 partages. Les commentaires affluaient. Si triste quand le chagrin brise quelqu'un. Vos pauvres parents. L'argent change les gens. Peut-être qu'elle a besoin d'une aide professionnelle. Mon téléphone a explosé de messages de connaissances mutuelles offrant leur soutien tout en pêchant des détails. La responsable du groupe de soutien local pour le deuil a appelé pour dire que j'étais temporairement suspendu en attendant la résolution des préoccupations. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le meilleur ami de Michel, Tom, a commenté « C'est des mensonges. La famille de Sophie a séché les funérailles pour ta fête d'anniversaire. » J'y étais. J'ai vu les sièges vides. Supprime ce post où je partagerai le livre d'or des funérailles. Jessica a supprimé son commentaire en quelques minutes, mais des captures d'écran circulaient déjà. Une ancienne collègue de Michel a ajouté « J'ai livré de la nourriture à Sophie pendant que tu postais des photos de fête. Arrête ça. » Puis la mère de Michel, la douce Dorothy de 70 ans, a posté sa propre réponse. Jessica Martin, vous êtes une menteuse. J'ai pris l'avion de Lyon avec 2 prothèses de hanche pour enterrer mon fils et mes petits-enfants. Vous n'étiez pas là. Vos parents n'étaient pas là. Sophie était seule. J'ai des photos. La tendance a commencé à s'inverser, mais Jessica avait encore une carte à jouer. Elle a posté une dernière mise à jour. Les vraies couleurs de certaines personnes apparaissent quand l'argent entre en jeu. J'en ai fini d'essayer d'aider quelqu'un qui n'en veut pas limite famille toxique. Les vraies couleurs de certaines personnes apparaissent quand l'argent entre en jeu. Elle avait raison sur ce point. La réunion avec Patricia Moreau a tout changé. Elle était assise en face de moi dans son bureau d'angle. La documentation de l'assurance de 5 millions d'euros était étalée entre nous. C'est réel, n'arrêtais-je pas de demander. Très réel. Votre mari a souscrit ses polices progressivement sur 8 ans, payant mensuellement pour éviter d'être détecté. Il n'a jamais voulu que votre famille le sache. La première police était de 2 millions, souscrite à la naissance d'Émilie. La deuxième pour 2 autres millions à l'arrivée de Noé. La troisième, d'1 million, a été souscrite il y a 2 ans après ce que les notes de Michel appelaient l'incident de Noël. Il tenait des registres détaillés, a expliqué Patricia. Chaque interaction avec votre famille qui le préoccupait, il constituait un dossier expliquant pourquoi cet argent devait être protégé. Elle a joué une autre partie de la vidéo de Michel. Sophie, je sais que tu voudras partager ça avec tout le monde. C'est qui tu es. Mais s'il te plaît, mon amour, ne le fais pas. Ta famille t'a déjà assez pris. Cet argent est pour toi, pour construire quelque chose de beau. Crée quelque chose qui rendrait les enfants fiers. À travers mes larmes, j'ai pris une décision. Je veux créer une fondation, la fondation de la famille Dubois, pour les enfants qui ont perdu leurs parents à cause de chauffards ivres. Patricia a souri. Votre mari avait prédit que vous diriez ça. Il a laissé des suggestions. 6 mois de construction silencieuse ont suivi. J'ai travaillé avec Maître Martin pour établir la fondation, en utilisant 3 millions d'euros comme financement initial. Les 2 millions restants sont restés dans des investissements conservateurs pour mon avenir. J'ai examiné personnellement chaque demande. La première bourse est allée à une petite fille nommée Amélie, du même âge qu'Émilie aurait eu, qui avait perdu ses 2 parents à cause d'un chauffard ivre. Sa grand-mère a pleuré quand je l'ai appelée avec la nouvelle. Au 5e mois, nous avions aidé plus de 100 familles. Frais funéraires, thérapie, fonds pour l'éducation, toutes les choses dont j'avais eu besoin quand mon monde s'était effondré. Je suis restée discrète, travaillant dans l'ombre.
Pas d'annonce sur les réseaux sociaux, pas de communiqué de presse, juste un travail silencieux et significatif qui me donnait un but. Votre mari a dit que vous sauriez quoi faire avec ça, Madame Dubois. Il avait raison. La fondation de la famille Dubois a grandi plus vite que je ne l'avais imaginé. Maître Martin m'a mis en contact avec d'autres philanthropes qui avaient perdu des enfants. Nous nous sommes associés à des associations, établissant des programmes de conseil en deuil spécifiquement pour les jeunes frères et sœurs des victimes de la route. C'est remarquable, a dit Maître Martin lors d'une de nos réunions. Vous avez aidé plus de familles en 6 mois que la plupart des fondations en plusieurs années. C'est ce que Michel aurait voulu, ce qu'Émilie et Noé auraient voulu. Nous avons financé un programme de musicothérapie au nom d'Émilie. Elle aimait son violon, et maintenant d'autres enfants en deuil pouvaient trouver du réconfort dans la musique. La bibliothèque dinosaure de Noé envoyait des livres aux enfants qui avaient perdu des frères et sœurs, car les histoires l'avaient toujours réconforté dans les moments difficiles. J'ai embauché 2 employés, toutes 2 mères qui avaient perdu des enfants à cause de chauffards. Nous nous comprenions sans mots. Notre bureau est devenu un sanctuaire de chagrin partagé, transformé en but. Les hôpitaux locaux ont commencé à nous référer des familles. Les commissariats de police gardaient nos cartes à donner sur les lieux d'accident. Un officier m'a dit, vous sauvez des vies, Madame Dubois. Ces familles ont de l'espoir grâce à vous. Le compte en banque de la Fondation a grandi grâce à des dons inattendus. L'entreprise de Michel a contribué à hauteur de 100 000 € en sa mémoire. Ses parents, malgré leurs moyens modestes, envoyaient des chèques mensuels avec des notes pour l'héritage de nos petits-enfants. Mais j'ai gardé tout cela secret. Pas de fanfare, pas de reconnaissance. Je n'étais pas prête à ce que ma famille le sache. C'était un travail sacré, non entaché par leur cupidité. Puis un journaliste a appelé. Madame Dubois, je fais un article sur les héros locaux. Votre fondation a aidé plus de 500 familles. La communauté doit savoir ça. Je préfère rester anonyme. Je comprends, mais votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Pensez aux familles que vous pourriez atteindre. J'ai pensé à tous les parents qui se trouvaient là où je m'étais trouvé, seuls et brisés. Peut-être qu'il était temps. Une seule interview, ai-je accepté. Mais concentrez-vous sur la fondation, pas sur moi. Cette fondation sera leur héritage, Maître Martin. Leur amour perdure à travers chaque famille que nous aidons. Le matin de la publication de l'article, j'étais au cimetière, déposant des fleurs fraîches sur leur tombe. Mon téléphone est resté silencieux dans ma voiture. Je voulais ce moment de paix avant que le monde ne s'immisce. Le titre disait, une veuve de la région transforme la tragédie en espoir. La fondation de la famille Dubois a aidé 500 familles à guérir. L'article présentait une photo de notre récent gala de charité. J'étais entouré de familles que nous avions aidées, tous portant des badges avec les photos d'Émilie et de Noé. Le journaliste avait fait ses recherches, détaillant non seulement le travail de la fondation, mais aussi l'histoire derrière elle. Le chauffard ivre, les 3 cercueils, la femme qui s'était tenue seule aux funérailles et avait choisi de transformer sa douleur en but. Il avait interviewé des familles que nous avions aidées. La grand-mère d'Amélie était citée, Sophie Dubois nous a sauvés. Quand tout le monde ne voyait qu'une autre tragédie, elle a vu une petite fille qui avait besoin d'espoir. Le dernier paragraphe mentionnait la police d'assurance de 5 millions € qui avait tout financé, me qualifiant des entrepreneurs du cœur et annonçant que j'avais été nommé philanthrope de l'année par la commission caritative de la région. À 8 heures du matin, mon téléphone explosait. 47 appels manqués de papa. 83 SMS de Jessica. Maman avait laissé 12 messages vocaux. Le premier SMS de Jessica, oh mon Dieu, Sophie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Le deuxième, nous sommes si fiers de toi. Le troisième, appelle-moi immédiatement. Du 4e au 80e, des variations d'exigence, de culpabilité et d'affection soudaine. Le message vocal de papa, Sophie, c'est ton père. Nous devons discuter de la fondation immédiatement. En tant que ta famille, nous devrions être au conseil d'administration. Rappelle-moi. Les messages de maman devenaient de plus en plus frénétiques. Ma chérie, tous les voisins parlent de l'article. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous aurions pu aider. Nous sommes tes parents. Puis sont venues les publications sur Facebook. Jessica a partagé l'article avec une longue légende sur sa sœur incroyable et comment notre famille se soutient toujours. Une veuve locale transforme la tragédie en espoir pour des centaines de personnes et sa famille vient de l'apprendre. En quelques heures,
mes parents étaient à ma porte. J'ai regardé à travers la caméra de sécurité alors qu'ils sonnaient à plusieurs reprises. Sophie, on sait que tu es à la maison, a crié papa. Ouvre cette porte. Maman pleurait. Des larmes de performance que j'avais déjà vues. S'il te plaît, ma chérie. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours su que tu ferais quelque chose de merveilleux. Je n'ai pas répondu. Jessica est arrivée 20 minutes plus tard avec James. Ils avaient apporté des fleurs. Des œillets de supermarché avec l'étiquette de prix encore dessus. Sophie, a crié Jessica. C'est ridicule. Nous sommes une famille. La fondation a besoin de nous. Ma voisine, Madame Martin, est sortie. Elle n'est pas à la maison. Et après ce que vous avez tous fait, je resterais à l'écart si j'étais vous. Ce que nous avons fait? La voix de Jessica est devenue stridente. Nous sommes sa famille. La famille ne sèche pas les funérailles pour des fêtes d'anniversaire, a rétorqué Madame Martin. Elle avait été là. Elle avait tout vu. Ils ont campé pendant 3 heures. Papa a appelé la police, prétendant que je faisais une crise de santé mentale. L'agent Dupont est arrivé, le même officier qui avait apporté la nouvelle de l'accident. Monsieur Dubois, votre fille n'est nullement obligée d'ouvrir sa porte. Veuillez quitter la propriété. Nous nous inquiétons pour son état mental, a insisté maman. J'ai parlé avec Madame Dubois hier au sujet de la sécurité de la fondation. Elle semblait parfaitement saine d'esprit. Maintenant, vous devez partir ou je vous accuserai d'intrusion. Ils sont partis, mais pas avant que Jessica ne crie assez fort pour que tout le quartier entende. Nous avons toujours su que tu ferais de grandes choses, ma chérie. Nous sommes là quand tu seras prête à partager ton succès avec ta famille. Le lendemain matin, une lettre officielle est arrivée de leur avocat. Ils demandaient une réunion de famille pour discuter de leur implication légitime dans la fondation. Nous avons toujours su que tu ferais de grandes choses, ma chérie, après m'avoir traité d'égoïste pour ne pas avoir partagé. Le bureau de Maître Martin n'avait jamais semblé autant un sanctuaire. La salle de conférence était pleine. Mes parents, Jessica et James, leur avocat, Maître Martin et moi. Merci à tous d'être venus, a commencé Maître Martin. Monsieur Dubois avait anticipé cette réunion. Qu'est-ce que vous voulez dire par anticiper, a exigé papa. Maître Martin a sorti une enveloppe scellée. Monsieur Dubois a laissé des instructions spécifiques à ouvrir si certaines conditions étaient remplies. La publication de l'article et votre présence ici remplissent ces conditions. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire la lettre de Michel. À la famille Dubois, si vous entendez ceci, cela signifie que vous avez découvert l'héritage de Sophie et que vous tentez d'en réclamer une partie. Permettez-moi d'être clair. Vous n'avez aucun droit, ni légal ni moral, sur quoi que ce soit. Maman a eu un hoquet. Le visage de Jessica est devenu rouge. J'ai documenté chaque exemple de votre traitement envers ma femme. Les fêtes d'anniversaire que vous avez priorisées sur ses réussites. L'argent que vous avez emprunté et jamais remboursé, la manipulation émotionnelle déguisée en obligation familiale. Maître Martin a sorti un dossier. Monsieur Dubois a engagé un détective privé pour documenter votre comportement. Nous avons tout. C'est ridicule, a crié Jessica. Maître Martin a continué à lire. Si vous avez abandonné Sophie pendant les funérailles, ce que je soupçonne que vous ayez fait, vous avez renoncé à toute prétention à la sympathie ou au soutien. Les statuts de la Fondation excluent spécifiquement toute personne qui n'a pas assisté aux funérailles d'Émilie, de Noé et de moi-même. Comment pouvait-il savoir, a commencé papa. Il y a plus, a interrompu Maître Martin. Il a appuyé sur play sur un ordinateur portable. Les funérailles sont apparues à l'écran. La caméra a balayé la section familiale vide, zoomant sur les 3 petites plaques nominatives réservées à Robert Dubois, réservées à Marie Dubois, réservées à Jessica Martin. L'horodatage montrait l'heure exacte. Les sièges vides parlaient plus fort que n'importe quelle accusation. Merci à tous d'être venus. Monsieur Dubois avait anticipé cette réunion. Le visage de Michel est apparu à l'écran. Mon souffle s'est coupé. Il portait la chemise qu'Émilie avait choisie pour son anniversaire, assis dans ce qui ressemblait au bureau de Maître Martin. Bonjour, Robert, Marie et Jessica. Si vous regardez ceci, vous avez prouvé exactement qui j'ai toujours su que vous étiez. Jessica a essayé de parler, mais Maître Martin a levé la main pour le silence.
Je vous ai regardé diminuer Sophie pendant 15 ans. J'ai documenté chaque affront, chaque manipulation, chaque fois que vous l'avez fait se sentir sans valeur. Elle ne le voyait jamais. Elle vous aimait trop, mais moi, j'ai tout vu. Michel a brandi des documents. Ce sont des reçus. Les 10 000 € que vous avez empruntés pour le mariage de Jessica est jamais remboursé. Les 5 000 pour l'entreprise de Robert qui a fait faillite. Les vacances que nous avons financées pour votre anniversaire. Total de 37 000 € sur 8 ans. Le visage de papa était devenu blême. Mais voici ce qui compte. J'ai fait filmer l'intégralité de nos funérailles par des professionnels, sous plusieurs angles. Si vous n'étiez pas là, et je parie que vous n'y étiez pas, tout est documenté, horodaté, indiscutable. La vidéo est passée aux images des funérailles. La voix du prêtre résonnait. Nous nous rassemblons pour nous souvenir de Michel, Émilie et Noé Dubois. La caméra a capturé chaque siège vide, chaque membre de la famille absent. Sophie, la voix de Michel a continué, si ta famille entend ceci, cela signifie qu'ils sont venus pour l'argent. Ne leur donne pas un centime. Ils ont eu leur chance d'être une famille quand tu avais le plus besoin d'eux. Puis est venu le coup de grâce. Au Dubois, chaque grande organisation caritative de la région a été informée de votre comportement. La documentation a été partagée avec le conseil d'administration de la fondation. Toute tentative de revendiquer un lien avec la fondation de la famille Dubois entraînera la diffusion publique immédiate de cette vidéo. Jessica pleurait maintenant, de vraies larmes pour une fois. Mais ce n'était pas la seule surprise, a dit Maître Martin, sortant un autre document. La vidéo du Monoprix est devenue virale en quelques jours. Quelqu'un l'avait montée avec les photos de la fête d'anniversaire de Jessica, créant un écran partagé d'elle célébrant tandis que l'horodatage des funérailles défilait en bas. La légende disait, cette femme a fait la fête pendant que sa sœur enterrait 2 enfants. Maintenant, elle veut l'argent de l'héritage. L'agence de marketing de Jessica l'a licenciée en une semaine. La déclaration officielle citait un désalignement des valeurs, mais tout le monde connaissait la vérité. Ses clients avaient vu la vidéo. Les partenaires commerciaux de James se sont retirés de leur coentreprise. Nous ne pouvons pas être associés à ça, lui a dit l'un d'eux publiquement sur LinkedIn. Sa réputation dans la communauté a été détruite. La position de papa au conseil de la paroisse a pris fin brusquement. Le curé l'a appelé personnellement. Robert, la congrégation a perdu confiance en ton leadership moral. La même église où il avait prêché sur les valeurs familiales pendant 20 ans. Le cercle caritatif de maman l'a exclu du gala annuel. L'invitation a été annulée avec une note sèche. Compte tenu des révélations récentes, votre présence serait inappropriée. Son statut social, soigneusement cultivé pendant des décennies, s'est effondré du jour au lendemain. Leurs voisins ont cessé de leur parler. Le country club a révoqué leur adhésion. Même leur famille élargie a pris ses distances. Nous n'en avions aucune idée, a posté ma tante sur Facebook. Si nous avions su qu'ils avaient séché les funérailles, nous n'aurions jamais participé à cette intervention. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. La cupidité familiale exposée. Comment la tragédie d'une femme a révélé la vraie nature de sa famille. Ils ont interviewé Madame Martin, Tom et 3 familles que notre fondation avait aidées. Mais le coup le plus dommageable est venu d'une propre amie de Jessica qui était au Monoprix. Elle a posté, j'y étais. Jessica riait du deuil de sa sœur. C'était dégoûtant. J'ai honte de l'avoir jamais appelé mon ami. Le karma n'arrive pas toujours vite, mais il arrive toujours. J'ai refusé toutes les demandes d'interview. Quand les journalistes appelaient, je disais simplement, le travail de la fondation parle de lui-même. Pas de commentaires sur ma famille, pas de déclaration publique sur le drame, juste un silence digne. La fondation a continué de croître. Nous nous sommes étendus à 3 autres régions, aidant des milliers de familles. Chaque euro était comptabilisé, chaque famille vérifiée, chaque histoire honorée. À Noël, j'ai envoyé des cartes à mes parents et à Jessica. Simple, élégante, sans argent à l'intérieur, juste une note imprimée. Vous souhaitant la paix en cette période des fêtes. Un don a été fait à la fondation de la famille Dubois en votre nom. Les reçus de dons indiquaient 100 € chacun, assez pour être légitime, pas assez pour être généreux. C'était listé publiquement dans notre rapport annuel aux sympathisants de la communauté, leur nom parmi des centaines d'autres, sans reconnaissance particulière. Maman a essayé d'appeler 37 fois le jour de Noël. Je n'ai pas répondu.
3 mois plus tard, j'ai appris par Madame Martin que Jessica était enceinte. Malgré tout, j'ai ressenti une lueur de bonheur pour la vie qui grandissait en elle. Les enfants étaient innocents des choix de leurs parents. J'ai créé un fonds d'études anonyme pour le bébé, 50 000 €, accessible uniquement pour l'éducation, seulement après l'âge de 18 ans. Les papiers sont passés par le bureau de Maître Martin avec des instructions strictes pour l'anonymat jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant. Pourquoi, a demandé Maître Martin. Après tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'Émilie et Noé voudraient que leur cousine ait une chance. Parce que Michel disait toujours que la meilleure vengeance est la grâce. Parce que je refuse de laisser leur cruauté changer qui je suis. Le gala annuel de la Fondation a été suivi par le préfet, 3 sénateurs et des centaines de familles que nous avions aidées. Mes parents et Jessica ont regardé de l'extérieur, incapables de se payer des billets, malvenus même s'ils le pouvaient. La meilleure vengeance est de bien vivre et d'aider les autres à faire de même. 1 an après l'accident, je me tenais devant leur tombe avec une brassée de réussite. Le rapport annuel de la Fondation montrant 1000 familles aidées. Des photos des enfants dont nous avions changé la vie. Des lettres de parents qui avaient trouvé l'espoir dans leurs moments les plus sombres. On l'a fait, Michel, ai-je murmuré à sa pierre tombale. Ton plan a parfaitement fonctionné. J'ai parlé à Émilie du programme de musique, comment un petit garçon nommé David avait joué son premier concert avec le violon que nous avions donné. J'ai parlé à Noé de la bibliothèque, comment ses livres de dinosaures avaient aidé une fille nommée Lucie à sourire pour la première fois après avoir perdu son frère. Ton papa était si intelligent, dis-je en arrangeant des fleurs fraîches. Il savait exactement ce qui se passerait. Il nous a protégés même après son départ. Le cimetière était paisible, juste moi et eux, comme ça avait été aux funérailles. Mais maintenant, la solitude semblait différente, choisie plutôt que forcée. J'avais acheté une plus petite maison à 2 rues du cimetière. Chaque matin, je marchais jusqu'ici avec un café, leur racontant le travail de la fondation. L'ancienne maison s'est vendue 550 000 €. Chaque centime est allé à la fondation. Mon groupe de soutien pour parents en deuil se réunissait chaque semaine dans notre bâtiment de la fondation. Nous avions créé une communauté de compréhension, de douleur partagée, transformée en force collective. Ces étrangers étaient devenus ma famille d'une manière que le sang n'aurait jamais pu. Votre tante Jessica a eu son bébé, leur ai-je dit. Une petite fille nommée Sophia. Elle aura un fonds d'études qui l'attendra, bien que vos grands-parents ne sauront jamais que c'est de notre part. Une lettre de Jessica était arrivée ce matin-là, transmise par le bureau de Maître Martin. 6 pages d'excuses et de justifications. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classée. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Mais leur lumière peut encore guider les autres vers la maison. La lettre de Jessica était tachée d'eau. L'encre était bavée par endroits par ce qui ressemblait à des larmes. Sophie, je sais que je n'ai aucun droit d'écrire ceci. J'ai été horrible. Impardonnable. Je le vois maintenant. Sophia ressemble parfois à Émilie. Et ça me brise le cœur qu'elle ne connaîtra jamais ses cousins. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas de pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que nous t'avons pris. Pas l'argent, les moments, le soutien, l'amour que tu méritais quand ton monde s'est effondré. Je suis désolé. Je suis si désespérément désolé. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai écrit ma réponse sur du papier à en-tête de la fondation. Jessica, j'ai bien reçu ta lettre. Merci pour ton honnêteté. Je te pardonne, non pas pour toi, mais pour moi. Porteur, la colère est trop lourde quand on porte déjà le deuil. Cependant, le pardon ne signifie pas la réconciliation. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir avec des mots. Tu as choisi une fête d'anniversaire plutôt que les funérailles de mes enfants. Ce choix a défini notre relation de façon permanente. Je te souhaite le meilleur avec Sophia. Elle est innocente dans tout cela. Aime-la comme tu n'as pas pu aimer Émilie et Noé. Sois présente pour elle comme tu ne l'as pas été pour eux. Ceci est la dernière communication entre nous. S'il te plaît, respecte cette limite. Sophie. J'ai inclus une photo d'Émilie et de Noé de leur dernier Noël, leur visage rayonnant de joie. Au dos, j'ai écrit, pour Sophia, pour qu'elle sache qu'ils ont existé. Maître Martin l'a posté cet après-midi-là. Aucune communication en retour ne sera acceptée, m'a-t-il assuré. Ce soir-là, j'ai mis à jour le conseil d'administration de la fondation avec notre nouvelle politique.
Aucun poste ne sera offert à des personnes qui n'ont pas soutenu les familles fondatrices pendant leur période de deuil. Le pardon ne signifie pas oublier. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. 2 ans ont passé depuis l'accident. La fondation de la famille Dubois a aidé plus de 2000 familles. Nous nous sommes étendus au niveau national avec des antennes dans 12 régions. Les enfants que nous avons aidés ont commencé à s'appeler les Oursons Dubois. Émilie aurait adoré ça. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Ma vraie famille inclut maintenant Tom et sa femme, qui n'ont jamais manqué une séance de conseil en deuil avec moi. Madame Martin, qui apporte toujours des plats cuisinés, mais reste maintenant pour les manger avec moi. Les parents de Michel, qui appellent en vidéo chaque dimanche pour entendre parler du travail de la fondation. Le détective privé que Michel avait engagé m'a envoyé un dernier rapport. Mes parents ont vendu leur maison et ont déménagé dans un petit appartement. Jessica et James ont divorcé après que la pression financière les ait brisés. Elle élève Sophia seule, cumulant 2 emplois. Le fonds d'études que j'ai créé continue de croître, attendant une petite fille qui aura un jour les chances que sa mère s'est refusée par cruauté. Certaines personnes sont des leçons, pas des bénédictions. Mes parents m'ont appris que l'amour ne devrait pas venir avec des conditions. Jessica m'a appris que l'ADN partagé ne garantit pas la loyauté. Leur abandon m'a appris que parfois la famille que l'on choisit est plus forte que la famille dans laquelle on est né. Mais Michel, Émilie et Noé, ils m'ont appris que le véritable amour transcende la mort. Que la préparation est un acte d'amour. Que l'héritage n'est pas une question d'argent. C'est une question d'impact. Chaque matin, je visite leur tombe. Chaque soir, je lis des demandes de familles ayant besoin d'aide. Entre les deux, je vis. Pas seulement survivre, vivre. Parce que c'est ce qu'ils voudraient.